J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On va parler aujourd'hui d'une affaire qui est extrêmement difficile. J'ai hésité avant de faire cette émission, mais je pense que la déontologie, l'éthique, le patriotisme surtout. Le patriotisme ne consiste pas à défendre son pays ou ses dirigeants n'importe quel prix. Le patriotisme exige aussi de défendre son pays contre ses dirigeants corrompus et ses dirigeants qui sont mauvais, etc. Mais aussi à défendre l'image de son pays à travers le monde en exigeant éventuellement aux autorités de son pays des explications ou des réactions lorsque des accusations très graves, des accusations qui versent dans l'immoralité, des accusations qui compromettent l'intégrité de l'État et des institutions de notre pays, je pense qu'il faudrait que nos autorités réagissent, s'expliquent et rendent des comptes. Cette affaire, elle est délicate. Elle est délicate et malheureusement, le sujet, la thématique des relations algéro-marocaines est devenu un sujet empoisonnant et empoisonné, est devenu un sujet, un dossier poison lui-même. Personne, malheureusement, n'essaie d'observer du bon sens, de la lucidité. Très difficile de trouver des gens qui sont objectifs, sensés, rationnels, qui analysent les faits, rien que les faits, et qui défendent des valeurs qui sont l'amitié entre les deux peuples, l'intégrité morale des deux pays, la fraternité entre deux pays qui partagent l'histoire, la géographie, la langue, l'identité, la religion ensemble. Malheureusement, nous sommes dans les excès des deux côtés et dans la désinformation massive. Et je parlerai dans une prochaine émission d'un rapport international rédigé par une ONG américaine qui met justement en exergue le danger de la désinformation qui pourrait causer des problèmes extrêmement graves, qui a commencé à faire des problèmes extrêmement graves entre l'Algérie et le Maroc, mais qui peut aller vers une guerre. Cette affaire, dans le dossier algéro-marocain, il y a plusieurs épisodes qui alimentent à chaque fois l'incompréhension et les tensions. Il n'y a pas que le Sahel occidental, il n'y a pas que les relations entre politiques et diplomatiques entre les deux États. Il y a eu par exemple cette sinistre affaire du 29 août 2024, on appelle les jet skieurs marocains, ou les jet skieurs franco-marocains. Rappelez-vous, le 29 août 2024, 4 vacanciers marocains à bord de 3 jet skis se sont perdus en mer alors qu'ils étaient en train de faire du jet ski du côté de Saïdia. Saïdia, je rappelle, une station balnéaire marocaine qui colle, elle est collée à la frontière algérienne avec Porsi. Il y a qu'un oued qui les sépare et la mer. Donc c'est vraiment extrêmement collé, je dis franchement extrêmement collé. Donc c'est passé à l'époque un drame qui a divisé les Algériens et les Marocains. Et bien sûr, comme chaque drame, malheureusement, il n'y a pas eu suffisamment de prise de position favorable à la paix entre les deux pays et favorable à la justice et à l'impartialité. 4 vacanciers donc s'étaient perdus sur les eaux territoriales algériennes. Ils ont été interceptés par les gardes-côtes algériens. Et il y a eu ensuite, les gardes-côtes algériens ont procédé à des tirs de sommation, d'après le récit du ministère algérien de la Défense nationale. Ces tirs de sommation, malheureusement, ont abouti à la neutralisation de deux jet skieurs qui sont morts. Un troisième s'est jeté dans la mer en espérant échapper aux balles des meurtrières des gardes-côtes algériens. Il a été ensuite arrêté et condamné à 1 an et 3 mois de prison ferme pour entrée illégale sur le territoire algérien et contrebande de véhicules. C'est-à-dire contrebande de jet ski parce qu'on l'a accusé officiellement d'avoir, quand il a été arrêté, le jet ski a été récupéré, il n'y avait pas les papiers. Il n'y avait pas les papiers, les documents qui attestent de la provenance et de la légalité et de la propriété du jet ski. Donc il a été condamné à 1 an et 3 mois de prison pour le fait d'entrer illégalement sur le territoire algérien sans avoir demandé l'autorisation, son passeport, ils sont passés par un point de contrôle, et pour contrebande de scooters de mer, ou de jet ski. Et un quatrième, il a pu survivre, il a pu fuir, retrouver les eaux territoriales marocaines, et elle a été récupérée par la suite par les autorités marocaines. Cette affaire terrible, qui a eu des morts et une condamnation à la prison. Donc il y a eu des franco-marocains et des marocains.
elle a divisé énormément comme les opinions publiques, et ni en Algérie ni au Maroc, on a pu déterminer avec exactitude ce qui s'est passé. Il y a eu deux récits qui se sont confrontés, le récit des victimes, le récit des autorités algériennes, à travers le ministère de la Défense nationale, qui est, je vous rappelle, qui est la tutelle des gardes-côtes en Algérie. En France, des plaintes ont été déposées. Les familles des deux victimes qui sont mortes, ont déposé plainte pour assassinat aggravé. C'était le 3 septembre 2024. Ils ont pris un avocat, ils ont annoncé qu'ils allaient déposer plainte pour cours de la semaine, c'était la première semaine de septembre 2024, pour assassinat aggravé, tentative d'assassinat aggravé, détournement de navire et non-assistance à personne en danger. Les avocats ont dit à l'époque, la rupture des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République algérienne ne saurait justifier la commission du moindre crime et encore moins l'impunité de ses auteurs. C'est la raison pour laquelle, contraints par le mutisme des autorités algériennes, sur le territoire desquels les assassinats ont eu lieu, ils n'ont pas d'autre choix que de recourir à la justice française pour que toute la lumière soit faite sur ce drame d'une cruauté sans nom. Voilà, donc le survivant qui a, pour le moment, le seul récit la seule source qui nous a raconté l'histoire de ce drame, c'était le survivant qui était un franco-marocain qui s'appelle Mohamed Kissi, qui lui a raconté dans les médias français et marocains ce qui s'est passé, etc. Il a raconté son frère, comment il a été assassiné, etc. Les personnes qui ont été assassinées, ce sont deux frères, deux personnes qui s'appellent Bilal Kissi, qui est un commerçant franco-marocain de 29 ans, et un cousin à lui qui est commerçant de 40 ans, qui s'appelle Abdelali Mchouar, qui était âgé de 40 ans, qui vivait en France. Le ministère de la Défense algérien, je vous rappelle, il a dit que c'était un refus d'obtempérer après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s'arrêter à plusieurs reprises. Les mis en cause ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses. Des coups de feu ont été tirés, contraignant un des jet skis à s'immobiliser alors que les deux autres ont pris la fuite. Voilà le récit des autorités algériennes. Il se trouve qu'il y a eu du nouveau dans cette affaire, et c'est du nouveau qui ne fait pas du tout plaisir à entendre. C'est même du nouveau qui fait froid dans le dos. Le survivant, celui qui a fait de la prison, Smaïl Snabi, le franco-marocain Smaïl Snabi, il a donc écopé de sa peine, il a terminé sa peine, il a été condamné comme à 1 an et 3 mois de prison ferme. Il a fait sa peine de prison, il est revenu en France, il est originaire de Clichy-sous-Bois. Il a retrouvé sa femme, elle est d'origine algérienne d'ailleurs, et ses 3 garçons. Il a 3 garçons. Et depuis son retour en France, Smaïl Snabi, il a été entendu par la police française dans le cadre de la plainte qui a été déposée la première semaine de septembre 2024 par les familles des 2 jet skieurs qui ont été assassinés, les 2 compagnons. Donc il y a une enquête officielle qui est menée par la justice française. Parce que une des victimes était franco-marocaine, elle avait la nationalité française, et la deuxième victime, je rappelle, était résidente en France. Mais il y a quand même un Français qui est mort, franco-marocain, et Smaïl Snabi, c'est un franco-marocain, il a la nationalité française. Donc Smaïl Snabi a commencé à raconter aux policiers français ce qu'il a vécu en Algérie, et ça c'est extrêmement grave. Il y a eu des accusations de torture. Le Smaïl Snabi, qui était détenu dans les prisons algériennes, parle de torture, de violence, de persécution, d'intimidation. Et franchement, son récit fait froid dans le dos et il faut absolument le lire. Et j'aimerais franchement que les autorités algériennes diligentes une enquête et répondent officiellement. Je ne dis pas que ce que raconte Smaïl Snabi est forcément vrai. Ce que je dis, c'est inquiétant, c'est alarmant, ça fait mal au cœur. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté? Il a dit que... alors, je vais essayer de vous lire un petit peu au moment de son arrestation. Je vais vous lire son récit au moment de son arrestation. Alors, dès qu'il a été... Alors, les militaires, il a été repêché une fois qu'il a... il a entendu des tirs, etc. Il a essayé il s'est jeté à la mer. Et là, il a été repêché par les gardes-côtes algériens qui ont commencé à le crier sur lui, à lui dire « Tu es juif, pourquoi tu shahad ?» Parce qu'il était en train, quand il a été récupéré, il était en train de dire « shahad », « Kani shahad », « Kan khafimout ». Ensuite, les militaires l'arrêtent en pleine mer. À 20h07 environ,
3,3 km au nord de Oued Kiss. Oued Kiss, c'est le Oued qui sépare l'Algérie saïdiya de Porsi. Porsi, je rappelle, si en arabe, c'est Morsa Ben Mehdi, c'est ça? Porsi, cette fameuse et très belle ville qui longe les frontières algéro-marocaines, c'est Marsa Ben Mehdi. De Marsa Ben Mehdi, on peut voir Saïdia le Maroc, et de Saïdia le Maroc, on peut voir Marsa Ben Mehdi. Et encore une fois, à chaque fois que je parle de ce sujet, j'ai les larmes aux yeux. Il faut aller voir les frontières algéro-marocaines, du grillage et du barbelé jusqu'au fin fond de la mer, et avec ce Oued Kiss qui est complètement, qui sépare, qui est extrêmement militarisé, qui sépare les deux pays voisins et frères. C'est malheureux, franchement, c'est extrêmement malheureux. Mais bon, c'est pas notre sujet, on va revenir à notre sujet. Donc, Smaïl Snabi dit que il a été arrêté vers 20h07. J'ai une botte sur la joue, on me frappe et on me demande si je suis allé en Israël. Je ne comprends pas, je n'ai rien à voir avec ça. Il se retrouve ensuite interpellé, arrêté dans un préfabriqué, dans une maison préfabriquée en Algérie, pieds nus, torse nu, seul. Je n'avais que mon gilet de sauvetage, mon short de bain bleu, une montre, mon téléphone et une petite sacoche avec de l'argent. On continue de l'interroger, on demande si je suis allé en Israël, si je bois de l'alcool, si je peux réciter telle ou telle sourate du Coran. Je répète que je suis français. Il n'a pas son passeport marocain. On me dit que mon roi est un PD. Je reçois, excusez-moi pour les termes, hein, je répète ce qui a été dit dans le témoignage de M. Smaïl Snabi. Je reçois des coups. On me met la tête dans un seau d'eau. Je suis torturé, quoi. Des propos assez graves. Un jet skieur, on lui demande s'il est israélien, s'il vient d'Israël, on insulte le roi du Maroc d'homosexuel et de PD, voilà, entre guillemets, je m'excuse pour ces termes encore une fois, il reçoit des coups, la tête dans un seau d'eau, ça c'est des pratiques de torture, c'est vraiment des pratiques de torture. Smaïl Snabi, dans son témoignage à la police française, il a rencontré, donc je lis ce récit-là a été publié par Le Monde, le quotidien français Le Monde, un journal extrêmement rigoureux, extrêmement objectif, qui d'ailleurs compte dans sa rédaction plusieurs journalistes franco-algériens, qui sont très rigoureux dans leur travail. Ils ont rencontré Smaïl Snabi, ils ont rapporté son récit, ils ont essayé donc de soumettre son récit à la critique. Donc c'est Le Monde qui a publié ce récit hier, le 29 novembre 2024. Il raconte aussi que dans ce récit-là, dans son témoignage en tout cas, que des agents de sécurité, des cellules de sécurité algériens n'arrivent pas à les identifier. Est-ce que c'est des services secrets? Est-ce que c'est la gendarmerie? Est-ce que c'est les gardes-côtes? Lui, il n'arrive pas à les identifier. Ils ont failli brûler sa barbe, parce qu'il est un peu barbu. Donc il a été vraiment battu, d'après lui, il a été vraiment battu, il a été... il y a un témoignage, voilà, par exemple, il dit que un agent lui a passé la flamme d'un briquet sous sa barbe. À cet instant, j'ai tellement peur que je n'ai pas mal. Il soutient, il dit que des militaires, voilà, lui, des militaires l'ont pris en photo avec le jet criblé de balles comme un trophée. C'est là que j'ai compris qu'on nous avait tiré dessus. Et bon, les journalistes du Monde racontent comment il était très marqué, comment il était très traumatisé, etc. Ensuite, il raconte Smaïl Snabi le procès auquel il avait été soumis à deux procédures judiciaires en France. La première, donc, comme je vous ai dit, il a été condamné à 3 mois de prison ferme pour entrée illégale sur le territoire algérien. Ensuite, pour avoir un deuxième procès, pour avoir traversé la frontière maritime sans le document du scooter des mers, il a été poursuivi pour délit de contrebande d'un véhicule. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme et à 15 millions d'amende, 100 000 euros, d'équivalent 5 000 euros, soit 5 fois la valeur du jet ski, selon les douanes algériennes, qui se sont portées aussi partie civile. On appelle le 1er octobre 2024, la peine elle a été aggravée. En 1er octobre 2024, au lieu de 6 mois, on lui a donné un an de prison ferme. Il dit, lui, il dit qu'il a fait 4 procès, donc les 2 procédures, 2 procès plus que 2 procès en appel. Les 2 procès ont été expéditifs et il ne pouvait pas tout comprendre parce qu'il ne maîtrisait pas vraiment l'arabe. Les franco-marocains, c'est comme les franco-algériens. Ils n'arrivaient pas, ils ne maîtrisent pas aussi bien l'arabe que les Marocains et les Algériens qui sont nés dans nos pays respectifs. Donc lui, à la fin, il dit qu'il a été incarcéré dans 4 prisons différentes. Il a dormi dans des conditions extrêmement difficiles, dans promiscuité, manque d'hygiène. Il raconte dans son récit qu'il a perdu 30 kilos.
il pesait 120 et il a perdu 30 kilos. Une rumeur dans les prisons algériennes a affirmé qu'il avait le sida, donc il a été traité comme un pestiféré par les prisonniers. À partir du 28 novembre 2024, sa femme, qui s'appelle Isra, qui est d'origine algérienne, lui rend visite tous les 15 jours. Euh, Elle a dû, même si elle était d'origine algérienne, elle a dû demander le passeport algérien pour voir son mari à travers une vitre au niveau des prisons où il a été emprisonné à chaque fois. Euh, Keritha, franchement, euh, Keritha. Donc dans son témoignage, Adasmaïl Snabi s'interroge, il dit pourquoi on m'a fait tout ça, pourquoi on m'a torturé, pourtant on est des frères, les Algériens et les Marocains on est tous pareils, etc. Puis lui il dénonce, et dès le consulat d'Algérie, le consulat de France à Oran n'a rien pu faire pour moi, et les autorités françaises ne m'ont pas défendu, etc. Et il faut savoir que le 28 août 2024, il a pu être il est sorti de prison le 28 août 2024 parce qu'il a payé l'amende. Il a payé 100 000 euros d'amende. Sa famille en France donc, se sont mobilisés. Et il lui raconte dans son récit je me suis endetté auprès de mes amis proches, je gagnais 1700 euros par mois, j'ai payé une rançon, j'étais otage. Voilà. Donc il a dû s'endetter, des Marocains de France, des amis à lui, se sont mobilisés pour lui payer cette amende qui lui a été infligée par les autorités algériennes à hauteur de 100 000 euros. Et c'est comme ça qu'il a pu donc être libéré à partir de fin août de 2024. Et c'est comme ça qu'il a pu rejoindre sa famille en France, où maintenant il est tellement traumatisé qu'il va deux fois par semaine à un psychiatre. La police française donc va l'entendre la police française l'a entendu et il y aura une deuxième audition pour continuer l'enquête. La police française, les autorités françaises mènent une enquête sur cette affaire extrêmement terrible et terrifiante qui qui continue d'aggraver les tensions algéro-marocaines et qui symbolise malgré tout le drame de ce conflit algéro-marocain qui fait des victimes civiles. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire après avoir lu, je suis désolé, je suis un peu secoué, franchement je suis secoué, je perds un peu mon latin. Qu'est-ce qu'on peut dire après avoir lu un tel récit, après avoir pris connaissance d'un tel témoignage? D'abord, on ne peut pas prendre parti. Je ne suis pas juge. Je ne vais pas prendre parti. Je ne vais pas dire que les accusations sont vraies. Je n'ai pas, effectivement, objectivement parlant et honnêtement parlant, pour être juste, je n'ai pas les moyens matériels pour vérifier le bien fondé ou la véracité des accusations de torture formulées par le franco-marocain Smaïl Snabi contre les autorités algériennes, contre les militaires algériens. Parce qu'il a visé les cellules de sécurité des militaires qui l'auraient torturé, qui l'auraient frappé, qui l'auraient insulté, qui l'auraient menacé de brûler sa barbe, qui l'auraient mis sa tête dans un seau d'eau. Donc, c'est des pratiques de torture. Je n'ai pas les moyens de les vérifier. Ceci dit, pour être honnête et objectif, je ne peux pas relativiser la gravité de ces accusations, les ignorer ou les occulter. Une enquête s'impose. Les autorités algériennes doivent répondre aux accusations de Smaïl Snabi. Elles doivent dire, est-ce que vraiment il a été maltraité? Comment il a été traité? Est-ce qu'on a insulté? Est-ce qu'on l'a... Après, voilà, que les cellules de sécurité ont essayé de vérifier s'il est israélien, parce qu'en Algérie, maintenant, il y a un mythe, depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, et depuis la conclusion d'un accord militaire, de coopération militaire en novembre 2021 entre le Maroc et Israël, l'Algérie croit, le régime algérien, les autorités algériennes croient qu'il y a un risque d'infiltration d'agents sionistes, d'agents israéliens depuis le territoire marocain. Les services de sécurité algériens ont le droit d'enquêter naturellement dans le cadre de leur mandat et de leurs prérogatives sur ce risque, et c'est légitime d'enquêter et de vérifier. Ceci dit, si vraiment Smaïl Snabi était un agent israélien, je pense que les autorités algériennes ne l'auraient pas relâché. Les services secrets algériens sont suffisamment outillés pour identifier ou pour vérifier si c'était un agent ou un espion israélien. En l'occurrence, il a été libéré bien avant la fin de sa peine de prison. Il a été condamné que pour 2 délits qui n'ont rien à voir avec l'espionnage, l'activité terroriste ou la menace contre la sécurité nationale. Entrée illégale sur le territoire national et contrebande de véhicules sans autorisation ou sans document. Donc, il n'a aucune relation, Smaïl Snabi, avec l'espionnage, avec l'atteinte ou la sécurité nationale. Alors, pourquoi l'avoir torturé? Si le témoignage de Smaïl Snabi est vrai et authentique, ce serait un scandale d'État.
On n'a pas le droit de torturer des gens, y compris des étrangers, y compris des Marocains, y compris des Israéliens. On n'a pas le droit de les torturer, de les soumettre à des pratiques humiliantes, de les rabaisser, de les insulter pour des délits aussi insignifiants. Entrer sur le territoire, c'est d'ailleurs on n'a pas le droit de torturer tout court. Pour tous les délits du monde, on ne torture pas. Et là, en Algérie, on a subi la torture durant la colonisation française. On sait ce que c'est que les sévices de la torture. On a subi, durant la décennie noire, des dérapages et des dérives au niveau des maltraitances et des persécutions des militants du FIS ou des militants des groupes armés islamistes, comment ils ont recouru à des méthodes aussi extrêmement immorales et inhumaines dans leur guerre civile, dans leur guerre contre l'armée algérienne. Donc on a vécu durant la décennie noire des moments suffisamment traumatisants pour tirer des leçons sur le danger de la torture et sur les méfaits de la torture. Ça ne devrait pas exister la torture dans notre pays. Quel que soit le crime, on ne torture pas quelqu'un. Il y a des méthodes pour enquêter et des façons de faire. Ce que raconte Smaïl Snabi, il fait froid dans le dos. Il mérite des éclaircissements et des réactions de la part des autorités algériennes, pour ne pas dire des condamnations. Si c'est vrai. Maintenant, moi, je n'ai pas les preuves matérielles, mais je ne peux pas ignorer ce témoignage. Je ne peux pas accuser le franco-marocain Smaïl Snabi de mensonge. Pourquoi il mentirait? Pourquoi il devrait mentir? Dans ce cas-là, s'il ment, il faut que les autorités algériennes nous apportent la preuve du contraire. Il dit qu'il a été pris en photo, qu'il a été dénudé, qu'il a été frappé, durement battu, voilà. Il y a attention, qu'on l'a insulté à maintes reprises, qu'on l'a rabaissé, qu'on lui a mis la tête dans un seau d'eau. C'est quand même des pratiques qui nous rappellent des époques très sombres de notre histoire. Le ministère de la Défense nationale devra réagir. Il doit diligenter une enquête. Interrogeons les gardes-côtes ou les militaires ou les membres des cellules de sécurité qui ont pris en charge cette affaire. Si les accusations sont infondées, il faut que les autorités algériennes réagissent vite. D'abord parce qu'il s'agit de l'image de notre pays. De deux, il s'agit de l'intégrité morale de notre État. Et de trois, il faut absolument empêcher le déshonneur. Parce que cette affaire, maintenant, il y a une enquête de la police française. Donc le témoin de Smaïl Snabi a été recueilli par des policiers français. Il a été recueilli par le monde, il va être dit, il a été déjà dit une première fois, il sera dit peut-être une deuxième fois à la police française, il y aura un procès en France. L'État algérien doit se défendre, c'est l'État algérien qui est accusé, qui est mis en cause, il ne peut pas se taire. Il doit réagir, il doit s'expliquer, il doit rendre des comptes. Est-ce que oui, c'est vrai ou pas? Moi je ne prends pas parti, moi je demande que la justice soit rendue, que la justice s'exécute, qu'il y ait un travail de justice, qu'une enquête indépendante soit aussi menée en Algérie, et que l'Algérie c'est un État souverain, et que l'Algérie se dit qu'elle est exemplaire, qu'elle a des valeurs, qu'elle respecte les traités internationaux, qu'elle ouvre une enquête, qu'un tribunal algérien de Tlemcen par exemple, puisque c'est dans la région de Tlemcen et de Porsi que toute cette histoire s'est déroulée, cette très sinistre histoire, qu'au niveau de la cour de Tlemcen, le tribunal de Tlemcen, qu'une enquête judiciaire indépendante soit ouverte, qu'on auditionne les membres des services de sécurité qui ont été impliqués dans l'arrestation et les auditions, les interrogatoires qui ont été menés avec Smaïl Snabi. Une enquête indépendante, elle est extrêmement urgente. Parce qu'il s'agit encore une fois de l'honneur de l'Algérie. Et c'est très dangereux, c'est vraiment honteux de torturer un simple jet skieur qui s'est trompé. Parce que c'est vraiment l'enquête judiciaire et l'enquête sécuritaire algérienne a abouti. Ismaïl Snabi aurait été un trafiquant, ou là s'il était un mafieux, ou là s'il était un espion israélien, il ne l'aurait pas libéré, il l'aurait condamné à de très longues années de prison ferme. Ce n'est pas le cas. Donc, l'enquête en Algérie n'a rien prouvé d'accablant contre Ismaïl Snabi. Il a payé son amende, 100 000 euros. Il a été, son emprisonnement a été raccourci. Il a pu retrouver sa famille. Donc, il n'y avait rien de grave. Maintenant, la torture, les sévices, les violences, elles sont inacceptables, injustifiables. Les autorités algériennes doivent réagir, s'expliquer et nous donner des réponses.